Imagine, tu postules à un job et ça, c'est le coup de fil que tu reçois. Oui, allô? Oui, bonjour, c'est bien Agathe. Oui, Agathe, je me permets de t'appeler directement pour t'annoncer du coup notre décision. oui. Tu es prise. Eh bien aujourd'hui, on va voir l'envers du décor du recrutement avec Poisson Fécond, alias Chris de son vrai nom, qui est un youtubeur à succès avec plus de 3 millions d'abonnés. Et j'ai eu l'honneur de pouvoir parler avec Elsa et Mao, les deux personnes en charge du recrutement chez Poisson Fécond, et elles nous livrent des histoires inédites sur ce qui se passe dans les coulisses. On va voir notamment les 4 étapes du recrutement, puis pourquoi le CV n'a aucune importance pour eux, et enfin l'erreur à ne surtout pas faire quand tu postules spécifiquement chez eux. La discussion complète, tu pourras la retrouver sur mon podcast Secret de recrutement. Et sans plus attendre, on est parti. Déjà, commençons par comprendre les règles du jeu. Tu vas pas gagner au Monopoly si tu n'achètes pas de propriété. Et ben c'est pareil pour se faire recruter. Il faut passer les différentes épreuves, les différentes étapes du process. Et il y en a 4 pour Poisson Fécond. La première étant un questionnaire qui permet d'éliminer une grande partie des candidats et surtout de filtrer ceux qui sont vraiment motivés. Au niveau des questionnaires, ça se compte en milliers de réponses. Et ceux qui finissent le questionnaire, parce qu'il y a du coup des réponses qui font le tri, qui sont éliminatoires et tout. Et du coup, on se retrouve avec quelques centaines en général de candidats. Pour être vraiment dans le vert du décor, voici un exemple de questionnaire et le nombre de candidats qui ont postulé. Et je veux vous montrer, c'est ça l'intérêt, les coulisses. On peut avoir différentes statistiques intéressantes. Par exemple, il y a 5000 personnes qui ont ouvert le truc. Il y en a 4000 qui ont commencé, il y en a à peu près 1600 qui ont donné une réponse. Ensuite, on a 3 types de questions. Les basiques, ton nom, ton prénom, etc. Ça, on passe. Et 2 autres plus importantes, les questions éliminatoires et les questions ouvertes. En fait, les questions, il y a toujours des éléments éliminatoires. C'est-à-dire que quand on répond pas bien, du coup, on est expulsé du questionnaire. Ensuite, ça va être des questions ouvertes, là où les gens peuvent s'exprimer un peu plus. Là, lui, il semble avoir bien répondu si on se base rapidement sur le truc. Donc ça a l'air cool, etc. Il a pas mal écrit. Deuxième étape, une fois la liste des candidats réduite à une vingtaine de personnes au maximum, idéalement 10, les tests de compétences. Ici, on va voir 3 exemples. Le premier avec Thomas qui est monteur, et ensuite 2 lors de la discussion avec Elsa et Mao, de tests de compétences qu'elles ont soit passées elles-mêmes, soit qu'elles ont donné à d'autres candidats. En ce qui concerne le montage, on reçoit un petit rush de Chris qui fait un tournage et on doit monter une intro d'une vidéo Poisson Fécond. Elsa nous donne maintenant 2 exemples de ce qu'elle a pu faire en entretien. Non, mais alors, moi, j'avais eu 2 phases de test de compétences en plus et j'étais même pas prévenue. Il y avait une première phase où on m'avait demandé de rédiger un début de vidéo parce que je pouvais peut-être être amenée à écrire des scripts, pour voir aussi mon niveau de rédaction. Et pendant l'entretien long aussi en IRL, Chris, non mais à peine arrivé, il m'avait dit bah Elsa, tu vas prendre ton téléphone, tu vas dans l'autre pièce là-bas, puis je vais t'appeler, on va faire un call comme si tu étais assistante de direction. Et je n'étais pas prévenue, moi j'étais trop stressée. Mais du coup, ça a été une autre part du test de compétences que j'ai fait lors de l'entretien. C'est adapté en fonction des postes en fait. Enfin, Mao nous donne un exemple de test de compétences qu'elle a donné pour un responsable du bonheur. Et le test de compétences que j'avais préparé, elle devait me présenter une stratégie de com pour un projet. Ce qui est vraiment intéressant dans cette étape du recrutement, c'est que c'est là où tu peux faire la différence. Tu as remarqué, on n'a pas de CV encore et il n'y en aura pas de tout le process. On verra ensuite pourquoi. Donc les tests de compétences, c'est là où tu peux te distinguer de tous les autres. Les candidatures marquantes en bien, souvent on les remarque au moment des tests de compétences. Et en général, c'est des profils qui vont se donner vraiment à fond et on va recevoir des tests de compétences hyper beaux, hyper travaillés, hyper poussés et ça fait toujours ultra plaisir. Et du coup, oui, comme disait Mao, le scénariste là, qui avait fait un truc sous forme d'escape game et tout, c'est incroyable ce genre de truc un peu hyper original, quoi. Encore plus original que le processus en lui-même. Ensuite, du côté du temps que tu as pour faire ce test de compétences, tu peux compter en moyenne une dizaine de jours, incluant un week-end. Les délais, c'est plutôt de type une semaine, voire 10 jours. En s'assurant généralement qu'il y a un week-end aussi dans les jours comptés pour que si jamais la personne elle travaille, elle puisse avoir le temps quand même d'y passer son week-end. Troisième étape, plus courte, ça dépend du nombre de candidats. S'il en reste encore quelques-uns, peut-être 5-6, on va faire des mini-entretiens en distanciel pour pouvoir sélectionner les 2-3 candidats finaux. Là, on est en train de faire les entretiens avec Elsa. On en a 10, on a à peu près une quinzaine. Une quinzaine pour les responsables du bonheur. C'est des petits entretiens de 10 minutes pour pouvoir prendre un peu la température, voir si le feeling passe, voir si les questions sont pertinentes. Elle arrive à gérer son stress en 10 minutes. Enfin, dernière étape, on en arrive aux entretiens en face à face. Bon, ceux-là, tu es beaucoup plus familier avec le fonctionnement normal, on en a tous déjà fait.
Mais Mao nous explique comment eux ils s'organisent de leur côté. Généralement, on est 3 à faire passer les entretiens, à, on va dire, une série de questions qui lui est attribuée. Donc généralement, Chris, ça va être pour la présentation, l'expérience professionnelle, quelqu'un d'autre pour un petit peu plus de spécificité par rapport au poste, et moi, je vais plus parler de la personnalité et de la façon de travailler en équipe et de communiquer. 2 observations importantes maintenant. 1. Le CV, pourquoi est-ce qu'ils considèrent que c'est utile? Et 2. L'erreur à ne surtout pas faire si tu postules chez eux. Et ça peut t'intéresser des deux côtés, que tu sois candidat ou entrepreneur qui cherche à monter ton équipe. Mais commençons d'abord par le CV. Comme tu l'as vu, à aucun moment le CV n'est présent dans le process. Et ça, il y a une raison principale, que tu vas d'ailleurs retrouver dans beaucoup de structures de type petites entreprises, c'est que les compétences sont privilégiées par rapport aux études ou aux diplômes. Ce qui importe, c'est que tu sois capable de faire, comme Elsa et Mao nous le disent. Le fait de faire des recrutements, ça a montré à quel point le CV... à quel point le CV, en fait, on ne le regarde pas. Mais vraiment très peu. Et c'est hyper contre-intuitif parce que moi, dans tout le système scolaire et l'apprentissage qu'on a est focalisé là-dessus, sur le fait de faut essayer d'avoir des bons bulletins scolaires parce qu'on ne sait jamais pour les dossiers après. Mais pas du tout. Mais à aucun moment. En tout cas, nous, dans notre monde et dans notre domaine. Et souvent, en rédac aussi, les gens qui étaient les plus qualifiés sur le papier, ils étaient hyper décevants dans la pratique, quoi. Et peut-être que les gens sont bien moins qualifiés que ce qu'on imagine avec le CV qu'ils ont pourtant, quoi. Le diplôme, on n'y prête vraiment pas tant attention que ça, et ça nous permet parfois de dégoter des vrais passionnés, des perles qui sont dans l'équipe actuellement. Nous, dans l'équipe, on en a beaucoup moi y compris, qui n'ont pas du tout de diplôme dans le domaine dans lequel ils sont actuellement. Enfin, moi, à la base, je suis en psychologie de l'enfance. Vraiment, je ne sais pas du tout ce que je fais là en termes de diplôme, tu vois. Mais pourtant, je pense que j'y ai toute ma place, et je ne suis pas la seule dans ce cas-là, parce qu'on a tous développé des compétences et une passion pour ce milieu-là qui fait qu'on travaille finalement bien et on a toute notre place ici. Deuxième observation qui, elle, m'a beaucoup surpris, c'était l'erreur à ne pas connaître. Et pourquoi elle m'a surpris? C'est pas juste un truc de youtubeur. Cette fois-ci, c'est que vraiment, avant cet entretien, je n'avais jamais eu un cas où c'était une mauvaise chose à faire. On pouvait même recommander de le faire dans certains cas. C'est d'aller se présenter dans les locaux de l'entreprise. Et ici, c'est contre-productif parce qu'en fait, c'est une petite structure qui n'a pas d'accueil. Donc, en arrivant dans les locaux, tu vas te retrouver directement dans l'open space, au milieu de tout le monde qui est en train de travailler, et on ne sait pas trop quoi faire de toi. C'est par exemple les gens qui se rendent sur place directement en pensant que ça va forcément faire bonne impression et que ça va montrer leur engagement, tu vois. Nous, on n'a pas d'accueil, en fait, dans notre structure. On n'a pas d'accueil. Il y a quelqu'un qui toque à la porte, il se retrouve directement au milieu de l'open space où tout le monde travaille. Il n'y a pas de réceptionniste pour l'accueillir. En fait, ça vient plus nous déranger et nous mettre mal à l'aise qu'autre chose. Et donc, ce genre de candidat, on ne sait pas trop comment gérer et comment interpréter cette façon de faire, parce que c'est vachement intrusif pour nous. On n'est pas une structure publique, on n'accueille pas de public, en fait. Ouais, après, on est compréhensif dans le sens où ça se fait dans certaines structures, donc... moi, je trouve pas ça rédhibitoire non plus, mais c'est vrai que ça apporte pas forcément, parce qu'en soi, on peut pas les accueillir, donc souvent, ils toquent. Et du coup, on l'accueille, on dit merci beaucoup d'être passé, c'est gentil, et la personne repart. Parce qu'on peut pas lui faire rencontrer Chris, par exemple, et lui organiser un entretien comme ça, tu vois, c'est pas possible. Et comme dit Mao, et la personne arrive direct dans les locaux, au milieu de l'open space, et souvent, on sait pas trop... comment réagir nous de notre côté aussi. Une autre anecdote marrante, c'est quand Chris a commencé à faire des entretiens dans des bars pour mieux sélectionner les candidats. Ah oui, il y a eu les étapes où on faisait les entretiens en buvant des coups. Et le problème qui s'est posé, c'est que... Et ça ne s'est pas passé comme prévu. Mao, elle nous raconte toute l'histoire dans la vidéo qui s'affiche à l'écran. C'est notre discussion complète avec Elsa et Mao dans mon podcast Secret de recrutement. Je vous y retrouve. Bonne journée à vous.